Ok tout le monde, installez-vous bien. Aujourd'hui, on va se parler d'un truc qui m'intrigue particulièrement. On va parler d'un braquage. Pas un braquage version GTA avec des masques et des sacs de billets. Non, 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 non. On va parler d'un braquage artistique. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Non? Ok, je vous explique. Je parle de ces personnages qui sont censés être au second plan, quasiment, on va dire, sur le banc des remplaçants, mais qui ont tellement de charisme, tellement d'épaisseur, qu'ils finissent par bouffer tout l'écran. Ils volent la vedette au héros officiel sans même lui demander son avis. C'est ce qu'on appelle avoir une pure main character energy. Dans nos 2 premiers épisodes de Multiverse Talk, on s'était posé pour parler des méchants et de pourquoi les héros modernes devenaient super lisses. Aujourd'hui, on fait la suite logique. On va analyser ceux qui sauvent le game. Ceux qui, si on avait creusé un tout petit peu plus, auraient mérité d'être les vrais visages de l'affiche. J'ai sorti mes sources, j'ai fouillé les forums, allez on pose les termes. Bienvenue sur Multiverse Talk. Allez, on commence avec un de mes gars préférés, my man Daryl Dixon. Pour n'importe quel fan de The Walking Dead, Daryl c'est un petit peu le cœur de la série. Non mais c'est évident j'espère, parce que franchement Daryl c'était le personnage que j'avais vraiment pas envie de voir mourir dans The Walking Dead. Mais le truc de dingue, c'est que sur le papier, ce mec n'existait même pas. Si vous connaissez pas la petite histoire, je vais un petit peu vous la résumer. Alors ce qui s'est passé, c'est que Norman Reedus, celui qui joue Daryl Dixon, il avait auditionné pour jouer son frère, le frère de Daryl, c'est-à-dire Merle Dixon. Mais pendant les essais, il s'est fait recaler. La prod a trouvé qu'il était tellement bon pendant les essais qu'ils se sont dit on va pas le laisser partir. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé le personnage de Daryl de toutes pièces, juste pour lui, juste pour l'acteur Norman Reedus. En plus au départ, Daryl, il aurait pu facilement rester le petit frère sauvage, agressif, pas très sociable. Mais c'est vrai que petit à petit, on découvre autre chose de lui. La loyauté sans faille, la solitude aussi, et le besoin d'appartenir à une famille sans jamais vraiment savoir comment le dire. Et surtout, il n'a pas besoin de faire de grands discours, Daryl. Daryl, on sait que c'est beaucoup de gestes, de regards et de silence. En fait, la différence, c'est que avec Rick, c'est que Rick, il porte la responsabilité du groupe, et Daryl, il porte souvent quelque chose de plus intime. C'est vraiment le gars qui ne dit pas qu'il tient à vous, mais qui va traverser une forêt de zombies pour venir vous chercher. Et le public, il s'est tellement attaché à lui qu'il a fini par voir sa propre série. Donc à un moment, il faut regarder la situation en face. Quand le personnage créé spécialement pour l'adaptation survit à presque tout le monde et devient le héros de son propre spin-off, moi je dis techniquement, c'est fort. Hein. Oula, alors là, attention, on enchaîne avec un monstre de l'animation japonaise. J'ai nommé le caporal-chef aka Levi Ackerman dans L'Attaque des Titans. Sur le papier, Eren Yeager est le héros. C'est sa quête de vengeance. Mais soyons honnêtes 2 petites minutes. Dès que Levi apparaît à l'écran, tout le monde oublie Eren. Les articles de CBR et les forums de fans le répètent en boucle. Ce mec a plié le game de son aura. En fait, avec Levi, c'est simple. Tu lui donnes 2 lames, tu lui mets un regard fatigué, et tu sais qu'il va découper. Non, le gars, il va découper, c'est sûr qu'il va découper. Non, mais ce qui le rend vraiment intéressant, c'est les contrastes, en fait. Il est présenté comme le soldat le plus fort de l'humanité, mais derrière cette force, il y a quelqu'un qui passe son temps à survivre aux autres. Il a vu ses camarades partir, il a pris des décisions impossibles. Levi, il pourrait porter une histoire entière, parce que son passé, ses choix et sa relation avec Erwin ouvrent un autre regard sur l'univers. Avec Eren, on découvre la colère et la volonté de liberté. Avec Levi, on découvre le prix de cette liberté. Et c'est ça qui change tout. Alors Jesse Pinkman, c'est encore plus intéressant. En fait, un petit peu comme Norman Reedus, dans l'écriture de Vince Gilligan, Jesse devait mourir d'une overdose à la fin de la toute première saison. Grosso modo, c'était un peu un faire-valoir pour lancer Walter White. Mais Aaron Paul a livré une performance tellement sincère, tellement humaine, que les scénaristes ont dit « Ok, allez, on va tout changer ».
Ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi on s'attache autant à Jesse alors que le mec, il fabrique de la meth. Ben, pour répondre à ça, je suis parti un peu chercher sur des discussions, sur des forums sur le web, et qu'est-ce que j'ai trouvé? Des gens disaient que Jesse, il était le seul à garder son humanité. Parce que pendant que Walter White glisse doucement vers la folie des grandeurs et devient le monstre qui est Heisenberg, Jesse encaisse les coups physiques, les traumatismes, la culpabilité. Il est un petit peu le cœur battant de la série. Il a tellement pris de place dans le cœur des gens que pour clore cet univers légendaire, Vince Gilligan n'a pas fait un film sur Walt, il a fait El Camino, centré uniquement sur la fuite et la rédemption de Jesse. C'est lui qu'on voulait sauver pour qu'il s'en sorte. Alors là, on va parler vraiment d'un de mes personnages préférés de mon enfance. Je veux bien sûr parler du prince Vegeta dans Dragon Ball Z. Et je dis bien Dragon Ball Z. Les plus anciens comprendront. Ah, Vegeta, le prince des Saiyans. Alors, on connaît tous Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball. Paix à son âme. Toujours à peu près pareil que Daryl Dixon et Jesse Pinkman, Vegeta n'était pas censé rester jusque-là. En fait, il était censé être un méchant juste de passage pour Son Goku. Mais la fanbase a fait un tel forcing, elle a tellement hurlé son amour pour lui que Toriyama a dû opérer l'un des plus grands virages scénaristiques du manga. En fait, je pense que, en tous les cas pour moi, Vegeta a peut-être le meilleur développement de tout Dragon Ball. Et de loin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, si on le compare à Goku, alors Goku, on l'adore, mais d'un point de vue humain, c'est une ligne droite. Il est né gentil, il veut juste s'entraîner et manger. Par contre, Vegeta, lui, il avance dans la douleur. Il commence, il est le tyran impitoyable, il se fait briser son orgueil de prince, il s'installe sur Terre, fonde une famille, et finit même par se sacrifier pour sauver les gens qu'il aime, en avouant en plus que son rival est meilleur que lui. Je connais très peu de personnes qui pourraient dire une chose pareille. Franchement, c'est une richesse humaine incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors bien sûr, il y a toujours cet éternel débat pour savoir est-ce que Goku est plus fort aujourd'hui que Vegeta ou l'inverse, etc. Moi, ce que je dis, c'est que le débat sur les puissances, il existera toujours. Il y en a qui vont préférer Vegeta, comme moi, et il y en a d'autres qui vont préférer Goku parce que Goku c'est le plus fort, ainsi de suite. Mais en termes d'écriture et de charisme, pour moi, il a doublé depuis très 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 longtemps et de loin. On reste dans l'animation avec un personnage qui est plus ou moins complexe. Il a divisé pas mal quand même, mais il a réussi un peu à magnétiser l'œuvre. On va parler de Sasuke Uchiwa. Alors, on va pas faire les menteurs, on est d'accord que le manga, ça s'appelle Naruto. Ça, je suis d'accord. Mais si on est honnête, de quoi parle toute la deuxième partie de Shippuden? Elle parle de la quête de Sasuke. Je me trompe ou pas? C'est lui qui dicte le rythme de toute l'histoire. Franchement, Sasuke, c'est pas un personnage secondaire classique. En fait, il est construit comme le rival et presque comme le deuxième protagoniste de Naruto. Et il donne parfois l'impression qu'il existe deux séries en parallèle. D'un côté, on a Naruto qui cherche à être reconnu et à créer des liens, et de l'autre, on a Sasuke qui cherche justement lui à couper les siens pour poursuivre une quête de vengeance. Naruto avance vers les autres et Sasuke s'en éloigne. Et son histoire aurait très bien pu être racontée comme une œuvre séparée, à la vérité. La destruction de son clan, la vérité sur Itachi, la manipulation, la façon dont chaque révélation détruit sa vision du monde précédent. Et à chaque fois qu'il avance pour trouver une vérité, on lui retire un morceau juste sous ses pieds. Donc il ne sait plus qui détester, il ne sait plus quoi défendre. Et pendant que Naruto représente la possibilité de briser le cycle de haine, Sasuke il représente un peu la difficulté réelle de le faire. C'est toujours facile de dire à quelqu'un d'abandonner sa colère. C'est très facile. Mais c'est plus compliqué quand cette colère elle est devenue sa propre identité. Sasuke, il vole pas seulement la vedette par son style ou ses combats. Il la vole parce que son parcours pose une question. Que Naruto ne peut pas porter seul. Qu'est-ce qu'on devient quand la vérité arrive beaucoup trop tard? Et on termine avec l'ex-chasseur de pirates le plus connu de toutes les mers, j'ai nommé Roronoa Zoro. Alors Zoro, lui, il fonctionne sur quelque chose de très simple, mais extrêmement solide quand même.
C'est le rêve, la loyauté et le sacrifice. Et parfois, la simplicité bien tenue vaut mieux qu'un personnage avec 10 traumatismes ajoutés au checker. Dès le début, Zoro possède son propre objectif. Il ne suit pas Luffy parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Lui, il veut devenir le meilleur sabreur du monde. Donc, quand on le voit rentrer dans l'équipage, il donne un petit peu l'impression qu'il pourrait repartir dans sa propre direction et se porter vers d'autres aventures. Mais ce qui le rend encore plus fort, c'est sa loyauté. Pas une loyauté bavarde, une loyauté prouvée. Zoro ne fait pas de conférences de presse, hein. Lui, il agit. Et certaines de ses scènes les plus fortes viennent précisément de là. Il peut être drôle, se perdre dans un couloir parfaitement droit, dormir pendant une catastrophe, mais quand la situation devient grave, là, il devient le pilier. Zoro, c'est le personnage qui te fait comprendre qu'un second n'est pas forcément quelqu'un placé juste derrière. Parfois, c'est celui qui empêche le premier de tomber. Et franchement, je verrais bien une série centrée sur Zoro, sur sa rencontre avec Mihawk ou les différentes écoles de sabre qui pourraient bien fonctionner avec ce personnage. Alors je pense qu'un personnage vole vraiment la vedette quand on sent qu'il a vécu une histoire entière, même quand la caméra n'était pas sur lui. Daryl avait tout un passé avant Rick. Levi porte tout ce qu'il a perdu. Jesse devient le témoin humain de la chute de Walter. Vegeta, lui, se bat autant contre lui-même que contre Goku. Sasuke traverse une autre version de l'histoire de Naruto. Et Zoro avance avec un rêve qui pourrait largement remplir sa propre aventure. Ces personnages ne rendent pas le héros inutile. Au contraire, ils rendent son monde, je pense, beaucoup plus grand. Parce qu'une bonne histoire ne donne pas l'impression qu'il existe un personnage principal entouré de figurants. Elle donne l'impression que tout le monde pourrait devenir le héros. Ok, qu'est-ce qu'on retient de cette petite réflexion? C'est que la perfection n'a jamais été sexy. Ce qui nous fait vibrer, ce sont les cicatrices, les choix difficiles, les silences lourds de sens et la progression à la dure. C'est pour ça que ces 6 mecs, pour moi, ont totalement plié le game dans leur univers respectif. Bon, c'est qui pour vous le personnage qui vous a fait oublier le héros principal? Celui que vous attendiez vraiment de revoir? Dites-moi ça dans les commentaires et attention, choisissez bien, parce qu'après, on va regarder vos dossiers, ok? Allez, c'était Multiverse Talk, prenez soin de vous, à plus!